Bonjour Aldo Serron, je suis ravi, mon cher Aldo, de te retrouver sur cette chaîne pour que nous discutions ensemble de l'actualité qui est riche, de certains sujets dont on avait parlé la dernière fois, il y a des suites et puis de nouveaux sujets. Et en plus, je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche, comme on dit. Donc, eh ben, c'est ça que j'apprécie et on va pouvoir voir ensemble tout cela. Comment vas-tu? Tu es toujours en Angleterre, hein, je crois. Je suis toujours en Angleterre. Merci Florian et j'aimerais également remercier ton public qui me fait toujours un très bon accueil. Je lis les commentaires à chaque fois que je suis invité. Merci beaucoup d'être aussi complaisant avec moi. Alors, eh ben, ils sont pas complaisants, ils sont sincères et ils t'aiment beaucoup, je te le confirme. Et en plus, petit exclu, et je crois que ce sera la première fois qu'on t'entendra et qu'on te verra physiquement. Tu seras à la manif du 26 octobre à Paris contre l'austérité, contre la mise sous tutelle. Ils t'ont souvent entendu en audio parce que tu étais en Angleterre, tu nous envoyais un son et c'était sympathique. Mais là, tu seras vraiment là et tu prendras la parole. C'est superbe. Cette fois-ci, je vais venir, absolument. Je serai Et là ben, physiquement. voilà, donc c'est rendez-vous 14h, place de la Bourse, hein, je le redis, le samedi 26 octobre pour tout le monde. Très grosse manif. Alors, on y va. Bah écoute, on avait parlé la dernière fois d'un sujet dont on parle vraiment peu en France. C'est l'affaire du Puff Daddy, Didi, voilà, c'est plus très bien comment il s'appelle, Sean Combs. On a appris, donc là, il est toujours en prison, laissé en prison, et on a appris qu'il serait jugé en mars 2025. Alors, j'ai deux petites choses à te demander parce que euh, d'abord, je trouve qu'il y a un grand silence en France, alors qu'il y a peut-être des liens. Et ça, tu m'avais dit des choses là-dessus. Et puis, je ne sais pas si tu as vu un article du Monde qui est sorti hier, un journal Le Monde qui dit attention, ils essaient de vous faire croire que c'est plein de choses graves, alors qu'en fait, il y a beaucoup de fake news. Et c'est toujours la même technique. Ils te sortent les trucs les plus délirants, tu vois, auxquels personne en fait ne croit et ne relaie. Moi, c'est des trucs que je n'ai pas vus sur les réseaux sociaux. Euh, J'avais déjà vu la même technique, par exemple, contre Bill Gates, où il te sortait des trucs délirants sur Bill Gates pour faire croire que si tu crois à des choses hors des articles, c'est que tu es dans le délire général. Tu vois ce que je veux dire? C'est une technique. En fait, on prend l'aspect le plus délirant pour faire croire que tout ce qui est bizarre est forcément aussi délirant et faux que ce qu'on a montré. C'est assez vicieux. Alors, comment tu expliques ce silence qu'on avait déjà vu sur l'affaire Epstein? Alors, l'histoire des propos délirants, j'ai même ma petite suspicion. J'ai l'impression que c'est certaines agences qui vont les planter sur les réseaux sociaux, ce qui permet après aux journalistes de les sortir et dire, regardez quels propos délirants ils sont en train de nous sortir. Et effectivement, ils vont délaisser, ils vont laisser de côté les propos les plus intéressants, les plus fondés, les plus critiques. On entend souvent des choses du genre, ah oui, si tu crois ça, tu crois aussi que la Terre est plate. Par Oui, exemple, c'est ça. c'est des associations extrêmement malveillantes, c'est des techniques éculées qui aujourd'hui n'impressionnent plus personne. Alors, en Tu as vu la France, même chose sur les vaccins. Tu as vu la même chose sur les vaccins, où tu avais des trucs très, très délirants pour discréditer toute critique, toute interrogation. toujours, absolument. C'est toujours la même chose, toujours la même chose. Je me rappelle, il y a longtemps, j'appartenais à un groupe où on parlait de la version officielle du 11 septembre et on essayait de voir un petit peu ses mérites et ses démérites. Et effectivement, les médias, je me rappelle qu'ils sortaient des propos complètement délirants qu'aucune personne sérieuse ne Ouais. tenait. Mais ils les trouvaient quand même et ils les utilisaient comme des propos définissants de cette opinion qui était contraire à la version officielle. Par rapport à Didi, j'aimerais pas être dans une certaine caste française, hein, la caste des chanteurs, des humoristes, des acteurs, qui d'ailleurs se drapent à chaque fois qu'il y a des élections, se drapent de leur vertu et viennent nous dire comment voter, viennent nous dire ce que la morale, ce que le devoir dicte. Alors que c'est des gens qui ont des vies extrêmement, voilà, avec des choses pas avouables. Et là, il y a des relations claires entre l'affaire Didi Ouais. et, et cette caste-là en France, tout simplement parce que à l'époque, au début des années 90, et c'est dans les médias français, au début des années 90, il y avait des grosses soirées qu'on appelait les soirées blanches. Dans les soirées blanches, elles étaient organisées une époque par un autre. C'est pas Didi, c'était Eddie Barclay qui les Oui. organisait. Et puis on y voyait tout le Gotha. Alors il y avait le Gotha hollywoodien qui venait, plus on avait également la caste française et européenne qui venait aussi se montrer. Il fallait être vu là-dedans. Mais Et en fait, elle n'avait pas le niveau de perversion de. C'était pas la même chose. On n'avait pas le. ah non, non, Eddie Ouais. Barclay, non, je l'accuse de rien du tout, Eddie Ouais, ouais. Barclay. Oui, oui, voilà, comme ça c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'Eddie Barclay est parti, on a le Didi, là, le Didi dont on parle, qui est en prison aujourd'hui,
qui a repris l'affaire, il a repris ses soirées. Et donc, à ce moment-là, il a été vu avec énormément de gens en France. Et donc, aujourd'hui, ces gens en France, comme certains acteurs à Hollywood qui ont d'ailleurs fermé leurs comptes médias sociaux, qui les ont bloqués et tout ça, ben, ils font le dos rond et ils attendent que le scandale passe. Parce que ce qu'ils rêvent, le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est qu'on soit face à une deuxième affaire Epstein, dans le sens où Epstein, bon, il n'a pas été condamné, il est mort. On a condamné sa rapateuse, Ghislaine Maxwell, ok? Par contre, la liste de ses clients, parce que lui, Maxwell et Epstein, c'était finalement des fournisseurs, c'est des fournisseurs de services à une certaine caste américaine. Les noms sont connus, ils sont sortis. Personne n'a été inquiété. Donc, ce qu'il voudrait faire, c'est voir un système pareil. On condamne en 2025 Didi, on peut d'ici là arrêter deux, trois complices, on les charge également. Bon, il y aura peut-être un ou deux morts, hein, comme dans l'affaire Epstein, et puis on étouffe l'affaire. Donc, mais j'espère que cette fois-ci, elle ne sera pas étouffée. Justement, à ce sujet, cette semaine, il y a eu une interview de Elon Musk par Tucker Carlson sur X, très intéressante sur plein de sujets, et notamment sur l'affaire Epstein et sur l'élection américaine, puisque Trump a promis un grand moment de justice et de vérité sur cette affaire s'il gagne. Et Musk a dit donc qu'ils sont terrifiés, certains sont terrifiés par une victoire de Trump, et il a donné des noms, il a dit notamment Bill Gates. Alors, moi, je suis toujours surpris parce que, bon, Bill Gates, c'est vrai qu'il apparaît 37 fois dans les carnets de vol de Epstein. Il avait dit sur CNN en 2023, j'ai ressorti l'interview, il avait l'air très, très gêné. C'était pour des dîners. Bon, 37 fois, il est parti dîner là-bas. Mais il faut voir que la manière dont il répondait, hein, on voyait le non-verbal, comme on dit, était quand même assez significatif. En tout cas, c'est quand même. Musk balance un nom, les noms sont là, il n'y a pas d'enquête, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est quand même. Parce que Musk assume, il donne un nom publiquement. Oui, non, non, il n'y a pas d'enquête parce qu'il faut savoir une chose que la police aux États-Unis, celle qui est censée enquêter le FBI, est devenue extrêmement politisée. On se rappelle par exemple lors des dernières élections, le FBI était en train d'étouffer les frasques du fils Biden, Hunter Biden, des frasques qui depuis, à l'époque on nous fermait des comptes médias sociaux, à l'époque on nous accusait de conspirationnisme et tout. Aujourd'hui ça s'étale à la une, tout le monde s'en fiche, mais aujourd'hui ça n'a pas le même impact parce qu'à l'époque, ça aurait pu impacter le candidat démocrate Bien sûr. Biden. Donc le FBI cherchait à protéger Biden, ce qui est quand même pas le rôle de la police. Le rôle n'est pas d'être politisé, mais de faire leur travail. Il y a un crime, ils doivent enquêter. Eh bien, pareil aujourd'hui, s'il n'y a pas un changement de régime politique, si on n'a pas l'arrivée de Trump, par exemple, ces enquêtes ne vont pas avoir lieu. Elles seront tout simplement étouffées parce que, voilà, on sait que la caste des acteurs et tout ça est très proche des démocrates, hein. Ils sont tous, Hollywood est pratiquement tout Hollywood est démocrate à quelques exceptions près, hein. Je pense par exemple à Clint Eastwood, par exemple, qui mange pas de ce pain-là, mais 99% sont démocrates. Et maintenant, ils sont tous, la dernière que j'ai vue, Julia Roberts, est en train d'appeler à voter pour Kamala Harris, elle avait la casquette et tout. Ils sont tous en train de monter au front, mais on voit pareil en France, hein. Chaque fois qu'on a des cas où Rassemblement national, on en parlera plus tard. J'ai pas envie de comparer le Rassemblement national à Trump, mais on se comprend. Eh bien, on a les acteurs et tout ça qui viennent, tous ces ce qu'on appelle des people, viennent appeler leurs ouailles à voter pour le candidat de la bien-pensance du système. Oui, oui, tout à fait. Ce qui prouve qu'il y a derrière cela, bien évidemment, bien d'autres choses que simplement les convictions. C'est tout un C'est système. clair. Alors, juste, hein, on finira sur ce sujet-là, mais il a été noté par la presse, c'est même le titre de la dépêche AFP, que Sean Combs, donc Didi, est arrivé tout sourire au tribunal quand il lui a annoncé qu'il restait pourtant en prison et qu'il serait jugé en mars. Tu vois ce sourire simplement comme un sourire un peu arrogant ou bien ça signifie autre chose? Il sait que finalement, bon, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont déjà dealées? Je pense que lui, il a le choix entre deux choses. Il a une liste de noms, il a une liste de choses que nous savons, mais d'autres que nous ne savons pas. Il a la capacité de dealer ça avec le procureur. Aux États-Unis, il y a souvent cette possibilité, à travers ses avocats, d'aller parler au procureur, de dire écoutez, je m'étale, je témoigne contre tout le monde, mais en même temps, j'aimerais un petit peu de. Voilà, j'aimerais que vous soyez un petit peu magnanime, quoi. Je ne veux pas mourir en prison. Donnez-moi 15 ans, donnez-moi 10 ans, peu importe. Et puis, moi, je parle. Donc, peut-être qu'il ira vers ça. Peut-être aussi qu'il sent que ces noms qu'il possède sont une sorte d'assurance vie. Il se dit, moi, j'ai trop d'informations, ils vont devoir me protéger, donc ils vont devoir s'écraser, Ou d'autant plus qu'on est d'assurance, ou d'assurance, d'assurance, oui. ou Assurance, on d'assurance imagine qu'il a mort. plein de. Oui, Ça il peut a être une plein de assurance politiques. mort. Oui, mais ça peut être une assurance mort aussi quand tu confères d'autres.
Ah ben, quand on regarde Epstein, sa liste, elle n'a pas emmené au paradis, enfin, quoique. Donc effectivement, c'est à double tranchant. Mais on va voir. Mais d'ici 2025, beaucoup de choses peuvent se passer, d'ici mars. Ben, on va suivre ça de près. En tout cas, nous, on ne se taira pas. Alors, un autre sujet, on revient en France, quoique c'est un lien encore avec les États-Unis. Tu as vu que le Doliprane, donc, qui est le médicament le plus vendu en France, ça fait beaucoup de bruit, pour 16 milliards d'euros, va partir aux États-Unis. Enfin, c'est d'ailleurs tout ce qui produit Doliprane à l'intérieur de Sanofi. Il y a Doliprane plus une centaine d'autres médicaments, mais le plus connu et le plus vendu, c'est largement Doliprane, ce qui a plus de 50 ans, qui est un produit français, fabriqué en France par des Français. Enfin bon, bref, une réussite, c'était une réussite française. Euh, alors d'abord, le gouvernement a simplement dit on prend acte. Comment tu juges ça, alors qu'on nous parlait depuis des années, depuis le Covid, de la souveraineté du médicament, hein. Et deuxièmement, on a appris, j'ai relayé un article du Figaro, qu'en plus il y a une sombre affaire de conflit d'intérêts, puisque un des vendeurs est en fait déjà actionnaire du fonds américain qui rachète, ce qui est quand même un gros problème. Tu analyses ça comment? Le capitalisme de connivence, la trahison par Macron, des intérêts français? Tout ça en même temps. En fait, on se rappelle qu'à l'époque de la crise sanitaire, on s'était rendu compte que la plupart des principes actifs des médicaments étaient fabriqués, entre autres, en Inde. L'Inde qui est Oui. devenue une plaque tournante du médicament. C'est une politique étatique menée depuis très longtemps pour attirer justement les laboratoires et tout ça. Bon, on s'était dit à l'époque, ben voilà, on a une situation de crise sanitaire et nous voilà nus parce que tout simplement, nous dépendons d'autres pays pour des médicaments qui sont classés quand même sur la liste de l'OMS des médicaments de base, des médicaments fondamentaux pour tout système de santé qui se respecte. Donc, à l'époque, on nous disait, dans le futur, on va faire très gaffe, on va relocaliser, on va réinvestir, on va. Puis aujourd'hui, bah, soudainement, on est en train de vendre Doliprane. Ça me rappelle, ça me rappelle la vente d'Alstom. C'était en 2014. À l'époque, ça a été entériné par Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie. Il faut rappeler par rapport à cette histoire de conflit d'intérêts qu'à l'époque, si on prend la vente d'Alstom en 2014 et on revient un an auparavant, il y avait du terrorisme judiciaire qui était mené par les États-Unis contre Alstom. En particulier, il y avait l'arrestation de certains cadres de cette compagnie avec une accusation de corruption. Alors, on a accusé Alstom d'avoir payé des pots de vin en Arabie Saoudite, d'avoir payé des pots de vin à Taïwan et tout ça. Maintenant, la question, c'est en quoi ça regarde les Américains qu'une entreprise française paye des pots de vin au Caire, en Égypte, par exemple. Hein, on peut dire que ça intéresse la police ou la justice française ou égyptienne, on veut comprendre. Mais pourquoi américaine? En fait, ils ont des dispositifs de loi qui leur permettent, en réalité, du moment qu'une transaction est faite en dollars quelque part dans le monde, de considérer qu'ils ont un droit de regard. Oui. Donc, si quelqu'un paye un pot de vin en dollars, ils peuvent se dire nous, ça nous intéresse. Nous, ça tombe sous notre juridiction. Donc, ils ont une juridiction mondiale, quelque part. Donc, Mhm. l'un des cadres d'Alstom avait été arrêté. Il s'est retrouvé, tu sais où est-ce qu'il s'est retrouvé? Dans une prison de type Supermax, comme celle où il y Mhm. a Zacharias Moussaoui. C'est absolument unique dans les annales de voir quelqu'un accusé d'un crime de col blanc, corruption, qui implique de l'argent, il n'y a pas mort d'homme, être mis dans une prison. Du même niveau se trouve Zacharias Moussaoui et d'autres gens de sinistre mémoire emprisonnés à vie pour faire de la préventive. Donc clairement, c'était du terrorisme, c'était on voulait ramollir la compagnie. La compagnie a été ramollie, elle est vendue en 2014, rachetée plus tard par la France, mais c'est trop tard. Ce rachat, il a fait quoi? Les Américains avaient déjà pillé le savoir de la compagnie, les patentes de la compagnie, parce que quand elle est à eux, il n'y a plus de secret pour eux, ils prennent tout. Après, ils la revendent aux Français, ils reprennent leur argent. Ça signifie que l'opération leur a coûté zéro. Ouais. C'est quand même ahurissant. Et l'État français nous dit ah ben nous, on ne peut pas intervenir sur les acteurs économiques et tout ça. Alors, je l'aurais cru si la France était un pays avec une économie libérale, mais alors libérale avec un grand L. Mais la France aujourd'hui, c'est une économie dirigée, c'est une économie centralement planifiée. On a de plus en plus de lois, de plus en plus de fonctionnaires qui se mêlent, achetez une pompe à chaleur, faites ceci, faites pas cela, tout ça. Donc, qui se mêlent de tout, même les bouchons qu'on a dans les bouteilles, aujourd'hui, l'État a un droit de regard dessus. Quand il s'agit de vendre une entreprise, comme Ou la, Doliprane, ou la Commission européenne. ou la Commission européenne, Les bouchons, quand il c'est la Commission. c'est la Commission européenne. Alors, quand il s'agit de vendre une société comme Doliprane,
Là, ben non, c'est le Ouais. libéralisme économique. Ça n'a strictement aucun sens. Il faut que la France se dote d'un système, comme pour les toiles, pour les œuvres d'art. Aujourd'hui, si par exemple je vends aux enchères une œuvre d'art, je suis en France, je vends une œuvre d'art, par exemple, elle part pour 1 million d'euros, l'État a le droit de faire ce qu'on appelle une préemption, de préempter. Il se dit, OK, pour 1 million, c'est nous qui l'achetons. Voilà, de force. Ils viennent, ils la prennent, ils donnent l'argent, ils partent. L'État aujourd'hui devrait se doter d'un dispositif permettant de faire de la préemption économique. Si une entreprise considérée comme vitale, cruciale pour le pays, eh bien, si elle doit être rachetée par un fonds, qu'il soit chinois, américain, russe ou autre, il faudrait que l'État puisse faire une préemption et empêcher cette vente. De plus, Doliprane a reçu plus d'1 milliard de subventions publiques. Est-ce que les Américains vont les rendre aujourd'hui? Hein, la moindre des choses, dire OK, vous les vendez, vous nous rendez notre argent déjà pour commencer. Mais non, même pas ça. Donc c'est ahurissant ce qui est en train de se passer, Florian. Absolument ahurissant. J'ai vu que tu avais tweeté la France là-dessus. La France doit se doter de lois pour préserver sa souveraineté industrielle, médicale, énergétique. Ici, on organise la dépendance. Ceux qui rachètent, c'est pour générer de la valeur pour leur actionnariat. Et on devrait créer un système pour permettre à l'État de préempter, ce que tu viens de dire, un peu comme pour les œuvres d'art. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a déjà des choses qui existent. On peut normalement bloquer. Il y a des décrets à Bercy qui permettent de bloquer des ventes stratégiques à l'étranger qui ne sont pas déclenchées, qui ne sont pas utilisées. Euh, Au-delà même de ce que tu décris là, qui est une grave trahison d'intérêts nationaux, on se mêle effectivement de choses qui gênent les gens, mais on ne s'intéresse pas aux intérêts stratégiques de la nation. Euh, et je crois que tu as un regard très avisé sur le capitalisme, puisque je t'entends sur ta chaîne YouTube parler souvent avec une manière crue de la réalité des grandes entreprises. Tu démystifies un peu l'histoire de vous êtes là pour créer de la valeur ensemble, tout ce qu'on essaie de vendre comme narratif. Et toi, tu dis non, il y en a qui sont là pour s'enrichir au détriment des autres. Et tu remets du réalisme un peu cynique, on va dire, mais c'est de la réalité là-dedans. Et là, je crois qu'on peut le faire. Euh, on va être clair, Aldo. Il y a 16 milliards d'euros de contrats, donc il y a forcément des problèmes. Il y a forcément, on parlait d'une histoire de conflit d'intérêts qui est sortie dans la presse, mais est-ce qu'il n'y a pas, tu penses, des histoires de rétrocommission? Pourquoi Macron, il vend systématiquement aux Américains? Tu vois, tu penses que c'est simplement de l'incompétence ou franchement? Non, 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 franchement, non, je ne crois pas à l'incompétence. Quand il y a des milliards en jeu comme ça sur la table, Mm. ce n'est pas de l'incompétence. Il faut savoir une chose, que les Américains, ils ont quoi? Les Américains, ils ont des dollars. Ils ont ces dollars faciles. Pourquoi? Parce qu'ils les impriment eux-mêmes. Ils impriment ces dollars. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Avec ces dollars, ils peuvent partir sur de la prédation. Ils peuvent acheter de l'immobilier, ils peuvent acheter des terres, ils peuvent acheter des sociétés stratégiques. Et puis après, on reste avec des dollars qui est leur papier à eux. Et tôt ou tard, ce papier va leur revenir. Donc, je n'arrive pas à croire que la France aujourd'hui devienne un terrain de prédation et qu'elle fasse strictement rien pour se protéger contre ce genre d'approche. Elle avait très bien fait pour les œuvres d'art, mais il semblerait que pour le reste, même s'il y a des lois, des dispositifs, ils ne sont jamais mis en pratique. Et aujourd'hui, la France apparaît de plus en plus comme sous tutelle littéralement des États-Unis. Et donc, tu penses que le fait que sous Macron, on remarque Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie, puis président de la République, on remarque une flambée des ventes, parfois des enfin, en braderie, quoi, de fleurons français vers les États-Unis, la plupart du temps, c'est souvent vers les États-Unis. Est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose qui s'explique par quoi? On n'est pas, clairement, on n'est pas dans du gaullisme économique. Ça, c'est Ça, clair. non. Ça, non. Hein. Donc, il y a des conflits d'intérêts et le problème, c'est qu'on va les découvrir dans les années qui viennent. Parce qu'il y a aussi des situations où des fois, aujourd'hui, tu cherches, il n'y a rien. Par contre, tu cherches dans 2 ans, 3 ans, tu vas voir que peut-être des gens qui ont pris des décisions aujourd'hui dans l'intérêt du fonds américain, demain sont des conseillers aux États-Unis. Parce qu'il se passe comme ceci aujourd'hui aussi. On ne leur Mm. donne pas nécessairement la récompense d'avance, mais on va leur donner après. Et soudain, on a Fiston qui est placé chez une grande banque américaine ou un grand fonds d'investissement, tout ça. On te dit, bon, il n'y a aucun rapport, sauf qu'il y a ce schéma qui devient très répétitif, malheureusement. C'est un peu comme Véran aujourd'hui qui se recasse dans les conseils à Big Pharma et qui a recasé des proches conseillers dans tout ce réseau. Où ça me fait penser aux chefs syndicalistes qui se retrouvent ensuite à la tête de la Commission européenne des syndicats ou l'équivalent pour les syndicats agricoles à la Commission européenne, qui sont très très bien payés et qui, on l'a remarqué pendant toute leur carrière,
restent très gentils avec l'Union européenne et se gardent bien d'exiger le Frexit. Ça, on l'a remarqué aussi. C'est un système de connivence terrible. Bah, on peut l'appeler corruption, connivence, corruption. En fait, ça commence pareil, mais si on appelle clairement les choses, c'est un Oui, système, c'est l'antigaullisme, hein, puisque tu faisais référence au gaullisme économique, c'est l'antigaullisme hein, par essence. C'est très intéressant, mais on va suivre ça aussi, en espérant quand même qu'il y aura une pression suffisante pour bloquer cette vente et les suivantes, malheureusement. Puisqu'on est dans le domaine économique, tu as vu que le budget avait été annoncé par Michel Barnier, le budget de la France 2025, avec 60 milliards d'austérité. Barnier qui a fait une lettre à Bruxelles en disant c'est le premier de 7 budgets d'affilée qui sont des budgets d'austérité. Il s'est engagé sur 7 ans. Et malgré tout, nous constatons que le budget de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Élysée augmente. L'Élysée va augmenter encore de 3 millions, alors que la Cour des comptes avait déjà signalé une très forte hausse en 2024. Tu penses qu'ils se permettent de faire ça parce qu'ils s'en fichent, en fait Enfin, ils savent que c'est une provocation. Ils vont augmenter les taxes sur l'électricité, le gaz, ils vont geler les retraites, ils vont augmenter les prix des médicaments et tout, mais eux, ils vont augmenter leur budget. Tu penses que on en a un point où ils se disent, mais les gens, en fait, sont suffisamment passifs pour que ça passe? oui, il mise sur la passivité, sur le désintérêt, la démission des Français qui sont trop dégoûtés par la politique aujourd'hui, bon, dont beaucoup vont même pas voter. Et donc là, par exemple, tu as parlé du gel des retraites. Ici au Royaume-Uni, on en est au gel des retraités. Hein, parce que des retraités avec des soldes minimales, hein, je suis en train de parler de 400-500 euros par mois, ils recevaient un subside pour le chauffage. Aujourd'hui, on va le leur enlever. Donc, Ah oui, ils donc payent. gel au sens premier du terme. Oui. Et oui, gel, oui, au sens premier du terme, justement. Et donc, la France est en train de suivre ce budget d'austérité. Alors, ce qui est drôle déjà, c'est qu'on s'engage sur 7 ans, mais Macron ne sera pas là pendant 7 ans. Mais quelque part, il table sur la continuation de la Macronie par d'autres moyens, parce qu'ils préparent déjà leur prochain poulain. Et là, ils promettent 7 ans, hein, c'est drôle le chiffre, 7 ans de vaches maigres, qui vont tomber sur la France. Parce que voilà, il y a eu du gaspillage qui continue d'ailleurs, parce que se serrer la ceinture, moi je veux bien, mais alors qu'on le fasse collectivement, à commencer par l'Élysée, ils n'ont pas besoin de manger ce qu'ils mangent, ils n'ont pas besoin de faire les fêtes qu'ils font, ils n'ont pas besoin des salaires qu'ils ont, hein, ils sont déjà tous bien lotis quand on regarde, hein. On est très très loin aujourd'hui, quand on compare par exemple aux pays nordiques. Aux pays nordiques, on ne peut pas devenir millionnaire en étant président, Premier ministre ou autre, hein. Ils sont payés comme tout le monde, hein. Le Premier ministre n'est pas plus important que le prof. Alors qu'en France, on est réellement en train de revenir vers l'époque, pratiquement l'époque de la monarchie, Hmm. en termes de privilégiés, en termes de casse des nantis, tout ça. Rien que la retraite de Barnier, elle donne le vertige. Il y a même des actifs. La majorité des actifs ne gagnent même pas ça. Donc, voilà, on est en train d'avoir un système qui va préserver une caste, parce que cette caste est à son service. Il va dire aux sénateurs, aux parlementaires, aux ministres et tout, écoutez, vous inquiétez pas, et je parle des ministres actifs, et je parle aussi de ceux qui sont partis. Hein, quand par exemple le précédent gouvernement a démissionné, Macron n'a pas accepté les démissions tout de suite, il fallait attendre 6 mois pour certains, pour qu'ils puissent obtenir des privilèges à vie. Hein, le précédent, aujourd'hui, je crois qu'il a 34 ou 35 ans, jusqu'à sa mort, il peut vivre jusqu'à 90 ans, on lui souhaite, eh bien, il aura son Gabriel Attal. Attal. Oui, voilà, il aura son chauffeur, il aura des privilèges, des logements de fonction, de l'argent, tout ça qui va pleuvoir dessus. Donc réellement, on est dans la République des privilèges. Et donc, là, le reste de la population va devoir se serrer la ceinture de plus en plus, avec l'augmentation de l'énergie, l'augmentation des impôts, plus l'inflation. Pourtant, des postes comme par exemple l'Ukraine, on n'a pas vu de réduction dessus. Ah ben, L'Ukraine, voilà, 3 ah ben milliards par an. justement, cette semaine, tu avais le même jour que la présentation du budget, Zelensky était à l'Élysée. Il venait chercher son nouveau chèque de 3 milliards, justement, 3 Oui, milliards pour oui. 2024. Voilà, ici au Royaume-Uni, c'est pareil, nous recevons les ordres des mêmes, Florian. Nous recevons les ordres des mêmes parce qu'ici, comme par hasard, c'est 3 milliards aussi. Il est venu, on lui a promis 3 milliards aussi longtemps que nécessaire. Il a un CDI à 3 milliards par an. Il viendra les chercher chaque année. Mais ça, c'est la base, hein, ça, c'est la somme, on va dire, de base. Ça n'inclut pas les extras qu'il reçoit très régulièrement. Ça, en plus, c'est la somme bilatérale, parce que nous, en plus, alors ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni, mais on finance via aussi l'Union européenne. Ouais.
Ouais, Et là, absolument. elle met 50 milliards en 4 ans et elle vient de rajouter 35 milliards. Absolument, à la demande. Et l'argent, il faut savoir qu'il est récupéré par Washington, parce que cette course à l'armement, finalement, il se passe quoi? Hein, c'est comme la Pologne, par exemple, État de l'Union européenne qui en a profité des largesses pour construire des routes, des pôles commerciaux et tout ça, des tours en verre. Ok, c'est bien. Mais quand il s'agissait d'acheter des armes, hein, des avions par exemple, ils en ont pris pour 4 milliards de radars, d'avions et tout ça chez les Américains. Systématique. Donc, voilà, systématiquement. Donc, on a une course à l'armement qui est lancée par les faucons américains et finalement qui leur profite. Et puis, l'argent public est investi, est injecté, ce n'est même pas un investissement, c'est du gaspillage, est injecté dans ces guerres, alors que la France aurait pu faire son rôle diplomatique, cette tradition diplomatique qu'elle avait depuis longtemps, depuis des générations, et œuvrer pour la paix dans la région, pour la stabilité dans la région, pour la préservation des vies humaines, pour créer des couloirs humanitaires, pour envoyer des médiateurs, demander le désarmement, le cessez-le-feu, les classiques de toute guerre. Mais non, la France rajoute de l'huile sur le feu et encourage pour être agréable à Washington. Tu sais, je suis complètement d'accord, mais je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis là. Pour revenir au budget, finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre en place cette fameuse phrase de Schwab qu'il avait prononcée en 2016, hein, donc qui est fondateur de Davos. Enfin, il l'a passé à sa nièce, ou je ne sais pas qui aujourd'hui, à son fils. Ils travaillent tous là-bas. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, parce que l'austérité, finalement, va déposséder les gens de plein de choses progressivement, sans qu'on touche aux vrais postes scandaleux, c'est-à-dire l'argent de l'Union européenne, l'argent de l'Ukraine, l'argent, on parlait tout à l'heure, qui se retrouvent sur les paradis fiscaux, des grands. Là, c'est là qu'il y a vraiment les postes considérables, les privilèges, etc. Donc, moi, j'ai le sentiment que le but n'est pas de régler la dette. Puisque si on voulait régler la dette, on recréerait une base industrielle française d'abord, parce que c'est ça qui manque. La vraie raison de la dette, c'est d'abord ça, c'est que la France ne produit plus rien. Donc évidemment, ça crée de la dette. Mais est-ce que c'est pas plutôt ce qu'on appelait, dans l'Antiquité, c'était un législateur athénien, Dracon, qui a donné l'adjectif draconien en français, qui avait créé cet esclavage pour dette. Quand tu pouvais plus payer, tu devenais l'esclave de ton créancier. Et c'est Solon d'ailleurs qui, en 594 avant Jésus-Christ, a supprimé l'esclavage pour dette et considéré donc comme un grand personnage. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ils nous disent, c'est amusant parce que j'ai entendu des ministres dire on doit prendre des mesures draconiennes contre la dette. Je me suis dit, mais littéralement, il faut les entendre, littéralement. Ils vont prendre les mesures de Dracon, c'est-à-dire qu'ils créent l'esclavage pour dette, et on arrivera à Schwab, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est pas ça, tu crois, plutôt que le désendettement du pays, le vrai objectif? Alors, par rapport au ministre, l'utilisation du mot mesure draconienne, je ne leur prête pas une culture Non, je pense. suffisamment large pour qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de dire. Non, tu as raison, mais Oui, mais c'est un, maintenant que c'est un quelqu'un lapsus leur ait mis révélateur. ça, leur ait mis ça cyniquement et vicieusement à la bouche, ça c'est autre chose. Parce que très simplement, beaucoup sont juste des perroquets qui répètent ce qu'on leur a dit de répéter. Mais je ne crois pas que la France ira vers un désendettement. Effectivement, il n'y a pas moyen de désendetter. C'est un pays qui est en train de s'enfoncer de plus en plus. Et ces industries, soit il les a fermées, soit il les a délocalisées, soit il les a vendues, comme on en vient de voir aussi avec Doliprane. Donc, et le risque avec la France, c'est qu'elle a une dette qui n'est pas libellée en sa monnaie. Les Américains, eux, ils ont beau jeu. Les Américains peuvent s'endetter autant qu'ils veulent. Si un jour quelqu'un vient, frappe à la porte, dit je veux un trilliard, on appelle la Fed, on lui imprime un trilliard. Parce que ce sera un trilliard de dollars. La France ne peut pas imprimer sa monnaie, c'est fini. Elle a une dette libellée en monnaie étrangère, elle est obligée de les obtenir. Et s'il faut vendre les bijoux de famille, ben elle vendra les bijoux de famille. Et donc là, on a l'austérité, mais l'austérité ne va rien régler du tout. D'autant plus que c'est une austérité, c'est une fausse austérité. On a l'austérité pour le peuple, mais on n'aura pas l'austérité pour l'hyperclasse, pour la caste classique, plus les dépenses comme celles de l'Ukraine, les dépenses pour le climat, les dépenses idéologiques et tout ça, ce sont des dépenses incompressibles auxquelles on va de toute façon pas toucher. Donc la France va continuer à s'endetter. Et la France aujourd'hui est considérée comme un pays à risque par rapport à d'autres pays, même par rapport à la Grèce, dans le sens où elle paye d'un taux d'intérêt très élevé qui est d'ailleurs même pas en rapport avec sa note, parce que sa note est trop bonne par rapport à l'intérêt qu'elle paye. Il y a des pays qui ont une note inférieure et qui payent moins de taux d'intérêt. Donc, si la France va vers une dégradation de sa note, ça serait la catastrophe, parce que du jour au lendemain, le prix de la dette, le coût de la dette, eh bien, il va exploser. C'est pour chaque, j'avais vu un chiffre l'autre jour, pour chaque pourcent d'augmentation
d'intérêt de la dette française, c'est 10% du budget de l'État en plus pour l'intérêt additionnel. Je ne parle pas de Ouais. l'intérêt de base. Oui. Donc, ça peut aller extrêmement vite. Une dégradation de la note française, ça peut tout de suite devenir un bain de sang à la Grèce. La Grèce avait dû vendre des îles, ses ports, renoncer à sa souveraineté. La France peut se faire dépecer de la même manière si elle continue sur cette lancée. Sans que ça serve à rien, d'ailleurs, en Grèce, au passage. Hein. Oui, oui. Ça, Non, ça, ça ne changera rien. enfin, ça enrichit quelques-uns, quoi. Au détriment du plus grand nombre. Mais tu as mis le doigt sur un point très important dans ta démonstration, c'est la souveraineté monétaire. Effectivement, on devrait pouvoir s'endetter à taux gratuit auprès de la Banque de France, comme on le faisait avant, d'ailleurs, une loi en 73 qui a été généralisée par un traité de Maastricht pour toute l'eurozone. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire si on n'est pas souverain, si on n'a pas sa monnaie nationale. C'est extrêmement important, et ça, il faut que les gens le comprennent. Il y a un lien intime entre l'endettement et la souveraineté. Oui, les gens, il faut qu'ils le comprennent. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'on est progressivement, pièce par pièce, on est en train de détricoter la souveraineté française. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on n'est pas souverain sur la monnaie, on n'est pas souverain sur l'économie, on a son armée qui est intégrée à l'OTAN depuis Sarkozy. Hein, Charles de Gaulle avait sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. Oui. Aujourd'hui, elle est dedans. Ça signifie que demain, ils peuvent déclencher une guerre et la France, de plein droit, devra obéir aux ordres et aller foncer avec, on sait dans quelle aventure encore. La souveraineté, c'est ce qui permet à un peuple, finalement, de faire ses choix, au lieu d'être guidé par des intérêts étrangers, par des intérêts extérieurs et souvent opposés aux siens. Et les Français n'ont pas le choix aujourd'hui. Il faut qu'ils aillent vers le recouvrement de tous leurs pans de souveraineté. S'ils ne les recouvrent pas, il faut dénoncer, tu sais, les accords signés à droite à gauche, des accords contraignants, il faut sur l'immigration, il faut sur le climat, il faut sur l'économie. C'est tous des accords qui retirent au peuple ses choix. Parce que demain, on n'est pas content de sa classe politique, on veut la changer. Ok, ben on va voter pour une autre classe. Mais si cette autre classe arrive et qu'elle trouve qu'il n'y a pas de souveraineté et que toutes les décisions sont de toute façon gérées par des accords contraignants, elle ne peut rien faire, cette nouvelle classe. Donc il va falloir comprendre une fois pour toutes que sans souveraineté, il n'y a strictement rien qui va changer. C'est le point central. C'est ce qu'on dira d'ailleurs beaucoup dans la rue le 26 octobre. Euh, si vous voulez lutter contre l'austérité et vraiment recréer un avenir, il faut commencer par être un peuple et un pays souverain. C'est la base de la base. D'ailleurs, à ce sujet, comment tu analyses ça y est, il y a eu une première motion de censure déposée, hop, elle n'a pas été votée. Le RN a refusé de la voter. Le RN a refusé de mettre la destitution de Macron à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et en même temps, le RN refuse le Frexit. C'est une espèce de cohérence. Là, on a vu beaucoup, moi je commence à voir beaucoup sur les réseaux d'électeurs RN qui commencent à être très énervés par tout ça. Le RN dit qu'il faut laisser une chance à Barnier. Comment tu juges cet argument Oui, je pense que le jeu du RM commence de plus en plus à se voir. Moi, à l'époque, il y a des gens qui disaient anciennement, je parle d'il y a 10 ans, qui disaient Ouais. oui, mais ils me disaient, tu sais, le RN. Parce que j'étais une époque sur les réseaux sociaux, personne n'est assez riche pour acheter son passé. J'ai été une époque assez sympathisant du Rassemblement national. J'y étais aussi. Oui, bon, voilà. Mais à l'époque, on était pour le Frexit. Oui, Et on n'aurait pas et hésité, si on avait eu les moyens, à voter une motion de censure et une destitution, je peux te le dire. absolument, sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même admettre, il faut prendre acte, hein, comme on dit dans les sphères de l'État français, que le Rassemblement national n'est plus ce qu'il était. Qu'ils ont tourné la page de leurs anciens principes, ils ont tourné la page à leurs principes fondateurs, à leurs promesses d'antan, et aujourd'hui, ils jouent dans le jeu du système, ils veulent juste durer, ils veulent perdurer, continuer à exister, faire de l'opposition pendant des générations, mais sans jamais vraiment déranger. C'est un peu le message qu'ils envoient. Nous, on ne dérange pas, juste laissez-nous faire de l'opposition. Et d'ailleurs, je vois même des tweets, pas du Rassemblement national, mais même des tweets de la Macronie. Je suis en train de creuser, disant, oui, de toute façon, avec le Rassemblement national, on est relativement proche, il y a des déjeuners qui se font, des repas, des fois publics, des fois pas, et des petits accords qui sont trouvés. Donc, je ne crois pas du tout qu'un jour on les verra voter quelque chose contre le système. Quand ils font semblant de le faire, c'est des gesticulations, hein, ils gesticulent. Après, les LFI disent oh non, non, parce que c'est le Rassemblement national qui a lancé ça, nous on ne va jamais voter pour. Et vice-versa aussi. De temps en temps, le LFI, pour sa politique intérieure, pour sa base, fait semblant de s'opposer à la Macronie, mais il est bloqué par le Rassemblement national. Mais c'est un jeu de ping-pong qui commence un petit peu à bien, bien, bien se voir.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que donc tu conseilles aux gens énervés par ça, de quitter ce parti et puis de le faire savoir, non? Enfin, je sais pas. C'est terminé, hein, Ouais. c'est terminé. Et moi, honnêtement, j'ai plein d'amis, des amis très proches qui sont encore dans le Rassemblement national. Et quand ils me parlent, ils me disent, voilà, je suis dégoûté, je suis là-dedans, je ne sais plus pourquoi. Je suis rentré pour certaines valeurs qui ne sont plus défendues aujourd'hui. Donc, et moi, je leur dis, regarde dehors, il y a d'autres partis, comme par exemple les Patriotes. Il y a d'autres partis qui sont pour la souveraineté, qui sont pour le Frexit, qui ont besoin de gens comme toi, parce que tu as des valeurs, mais tu es dans un parti, tu es emprisonné dans un parti qui ne les porte plus. C'est tout. Il faut juste prendre acte de cela et puis continuer à défendre ses croyances et ses convictions ailleurs. C'est tout. Oui, je crois que c'est ça le plus important. Il faut toujours rester libre de ses convictions et pas se sentir. À un moment où on se sent enchaîné à un truc auquel on ne croit plus, c'est qu'il faut partir. Moi, Ouais. je pense qu'il faut. Sinon, on gâche sa vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est, ça me paraît assez clair. Tu parlais tout à l'heure du coup, de toute façon, le climat coûtera, quoi qu'il arrive, etc. Je crois que tu prépares un livre hein, sur la religion climatiste ou Alors, je prépare un livre sur l'écologie politique, l'astrologie, tout ça, oui. l'astrologie, voilà, qui est utilisée comme une vaste escroquerie avec des cas très précis, des cas documentés que je donne, avec des noms, des dates, des lieux que des gens peuvent vérifier et chercher, où des milliards d'argent public sont partis dans des poches d'escrocs Mm. qui le font sous couvert de bons sentiments. On est là, vous savez, la fin du monde peut venir si jamais on fait rien, il faut qu'on donne une belle planète pour les enfants, qu'on préserve et tout. Et en même temps, ils sont en train d'arracher de l'argent avec des cas absolument ahurissants. Il y a des dossiers que je sors dans ce Mm. livre. Il y a plein de gens, je le sais, ils vont les lire, ils vont dire non, là, aldostérone, je t'aime bien, je t'apprécie, mais ce que tu me racontes là, ça ne me rentre pas dans la tête. Eh ben, allez vérifier, allez chercher, c'est documenté, je donne les noms, tout, je donne pour que les gens puissent vérifier. Et aussi ahurissant que ça puisse paraître, c'est complètement authentique. Il y a un pillage aujourd'hui des ressources de la France, il y a un pillage des ressources des pays européens, qui sont les grands perdants de ce système idéologique et financier. Parce qu'on envoie les idéologues en avant, mais il faut savoir que les financiers se cachent juste derrière. Hein. C'est le système des chevals de Troie. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les réunions de type COP, on voit une concentration au mètre carré de milliardaires, parce que c'est des gens qui ne viennent pas pour savoir comment protéger la garrigue, comment protéger les mers ou le littoral et tout. C'est pas ça leur problème. Hein. Ils viennent pour se dire, c'est quoi ma part du gâteau? Combien de milliards je vais recevoir? Et donc, c'est des sommets d'ailleurs, quand on regarde leur agenda, c'est des sommets de redistribution de richesses. Et ça se redistribue d'où? Du bas, de la masse, vers le haut, vers l'hyperclasse. Donc, il faut pas se mentir, et ce livre sortira bientôt. Non, mais c'est très intéressant et très utile que tu fasses ce raisonnement et que tu donnes des exemples, des arguments très concrets pour que tout le monde voit ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus on parle quand même exclusivement du climat en fait maintenant dans l'écologie. Et plus on en parle, moins on parle en fait de choses qui moi m'intéressent beaucoup et nous concernent tous la qualité des sols, de l'eau, de l'alimentation, la flore, la faune. Enfin, il y a des vrais énormes sujets, le Oui, continent plastique et tout ça. Tu te rends compte qu'en fait, on n'en parle quasiment plus. On oui, parle toujours la même chose. Alors, ils sont d'ailleurs un peu gênés parce que cette année en France, c'est l'année la plus pluvieuse depuis 65 ans. C'est BFM TV qui a sorti l'info, hein, c'est pas moi. Alors que j'ai relu le site officiel changement.climatique.gouv.fr, l'article de juillet 2023 que j'ai repartagé, qui nous expliquait que la sécheresse serait maintenant quasiment permanente. Et là, bam, l'année d'après, ils ont l'année la plus pluvieuse depuis 65 ans. Euh, alors, c'est le réel finit toujours. Les faits sont têtus, hein, comme disait l'autre. et oui, ils n'ont aucune honte, ces gens. C'est une sorte de secte apocalyptique. Anciennement, tu sais, anciennement, ils se mettaient au carrefour au feu rouge et ils brandissaient un panneau en disant qu'on va tous mourir demain. Aujourd'hui, notre époque est caractérisée par le fait que ce genre de propos sont en train de devenir mainstream. Et j'ai des livres ici autour de moi, certains datant des années 70, plein de prophéties sur la disparition des Maldives, sur la remontée des eaux, sur l'ébullition climatique d'il y a 2 ans, l'ONU. Et en fait, le climat fait ce qu'il veut. Des fois, c'est trop pluvieux, des fois, c'est trop sec, des fois, c'est trop froid. Et ça dure depuis. Est-ce que les gens se rappellent que
on a eu un grand réchauffement climatique entre l'an de grâce 950 et l'an de grâce 1250. Il a fait très chaud à cette Ouais, époque-là. l'optimum médiéval. Oui. Voilà l'optimum médiéval, parce qu'on n'ose pas, on dit optimum médiéval parce qu'on n'ose pas dire le réchauffement climatique médiéval, hein, parce que Bah, il y avait là, oui, tu avais du vin en Angleterre. oui. Et après, on a eu quoi? On a eu une glaciation, suivie d'une glaciation. On est en train de parler de l'époque pré-industrielle. Le climat n'a fait que changer. Mais c'est la première fois à notre époque où on utilise ce changement pour prélever des taxes, pour enrichir une caste et créer des lois liberticides, qui ne changent strictement rien. D'autant plus que la participation de l'Europe et de la France dans ce système, même quand on prend, si on admet juste pour le débat que cette théorie est vraie, que ce n'est pas une fumisterie, la participation de la France, c'est de l'ordre de Oui. 0,00. Je veux dire, on pourrait imaginer mentalement qu'il n'y a plus de France, on pourrait la rayer complètement de la carte, la couvrir d'arbres, ça ne changera strictement à rien. Ça compensera la Chine pendant une semaine. C'est tout. C'est très vrai. Et d'ailleurs, s'ils croient à ce qu'ils disent, ils sont de toute façon très hypocrites parce qu'ils défendent un système économique de libre-échange mondial de plus en plus. Ils Oui, veulent faire passer là, le Mercosur, qui serait le plus gros accord de libre-échange de l'histoire du monde, hein, s'il passe. Je le signale quand même. Et qui va déforester l'Amazonie comme jamais. Il y a déjà eu des études d'impact. C'est incroyable. Ça aurait un impact terrible sur l'Amazonie. Euh, mais ils ne remettent jamais en cause ce système économique mondialiste de libre-échange. Donc, c'est quand même qui est polluant par ailleurs sur tous les sujets, mais qui serait aussi polluant en termes d'émissions de CO2 de toute façon. Donc il y a une incohérence qui prouve qu'il y a un problème, quoi. oui, oui. Le seul CO2 qui les intéresse, c'est quand le retraité allume son chauffage, c'est quand la mère de famille va préparer un petit déjeuner pour ses enfants, c'est là que le CO2 les intéresse et c'est là qu'ils veulent capter. Quand ils font des vols en jet privé, des fois de 140 km pour aller, on a vu même des politiques, des fois faire des vols extrêmement courts, 39 là, km. ça ne les dérange pas. Ces accords de libre-échange, ça ne les dérange pas. La déforestation. Pour te dire, Florian, dans mon livre, je parle d'un cas où une forêt multimillénaire en Allemagne, qui a inspiré même les contes des frères Grimm. Mmh. C'est une forêt tellement protégée, on n'a pas le droit de faire un barbecue, faire un camping ou autre. Eh bien, on l'a rasée pour construire des éoliennes. Quand les locaux ont été portés plainte en justice pour essayer de protéger la forêt, ils ont eu face à eux le Parti vert, le Parti écologique et ses avocats. Et le Parti écologique défendait le rasage de la forêt pour ramener des éoliennes depuis la Chine, les installer sur des socles en béton, les utiliser pendant 15 ans et après les enterrer sans que probablement de toute leur vie elles n'aient pas compensé les coûts financiers et énergétiques liés à leur fabrication. C'est du n'importe quoi. Ici, on est en train de balancer avec des hélicoptères de l'eau chaude sur des éoliennes quand il fait froid et elles gèlent. On prend des hélicos. Mais je veux dire, on est dans du délire total. Si des civilisations lointaines, mettons dans 1000 ans ou 2000 ans, trouvent les restes des éoliennes, ils ne comprendront jamais à quoi ça sert. Si quelqu'un dit ils s'en servaient pour l'énergie, on ne le croirait pas parce qu'on lui dira non, 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 on a fait des calculs énergétiques, cette chose qu'ils ont fabriquée coûte trop cher à fabriquer. Jamais elle pourrait créer l'énergie et la compenser. Donc on lui dira c'est peut-être un culte, c'est peut-être il y avait une divinité, peut-être qu'il vénérait une sorte de dieu du vent, un truc comme ça. Voilà comment on expliquerait ça. Éole de retour. Et Euh, voilà. Tu as eu la même chose dans le sud-ouest en France, une forêt récemment, et je crois que c'était pour un champ de panneaux solaires, là, pour le coup. On avait raté Oui, une forêt. Panneaux solaires chinois, par ailleurs, puisque le oui. seul fabricant français aussi a fait faillite dans l'indifférence générale il y a quelques mois. Euh, à ce sujet, il a été annoncé, je crois, par la mairie de Paris. Euh, alors, tiens-toi bien. Donc, il y a les ZFE qui sont obligés par les directives européennes, hein, les zones à faible émission. Tu n'as pas le droit de circuler si tu n'as pas tel véhicule. Bon. Ils créent pour permettre quand même à ceux qui ont ces véhicules de circuler de temps en temps, ils vont créer le pass ZFE qui sera valable 24 heures, 12 fois par an. C'est-à-dire que tu n'auras pas le droit de circuler sauf 12 fois dans l'année, donc en gros une fois par mois, avec ton pass ZFE. Donc ça confirme exactement les trucs délirants qu'on était en train de Oui. prédire. Ces restrictions de Ouais. liberté, le système des passes, des QR codes, etc. Partout, 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 partout. Oui. On a l'arrivée de la même chose, et ça a été promis par le WEF, par Davos, qu'ils veulent nous emmener vers un monde où on a des zones de type ZFE ou similaires
protégés par des barrières, par des caméras à reconnaissance faciale, des caméras qui lisent l'immatriculation, des QR codes, des passes, un pass digital embarqué sur le téléphone avec un… Et en fait, on va grosso modo vers une sorte de crédit social qui permet de circuler en payant et qui soumet tous les actes de la vie à des microtransactions. Alors aujourd'hui, c'est 12 fois par an, puis après, ce sera 6, puis après, ça sera 0, il faudra payer, ça sera, tu passes par là, c'est 20 euros, tu passes par là, c'est 5, tu passes par là, c'est 12. Et au fur et à mesure, la liberté que nous avons aujourd'hui d'aller et de venir, tout simplement, eh bien, un jour, il faudra peut-être payer 100 000 euros par an pour utiliser le même degré de liberté ou bien rester à la maison. Je rappelle quand même aux gens qu'ils ont la liberté de refuser ça. Enfin, je veux dire, Oui, on a été quand même très nombreux à ne pas rentrer dans le système du pass sanitaire, du pass vaccinal. On n'en est pas mort. ouais, euh, j'ai sorti d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne aujourd'hui. Je le cite parce que c'est quand même incroyable. Au Japon, ils lancent, c'est pas le sujet, on va pas parler de ça, mais ils lancent un système d'injection ARN messager auto-amplifiant, bon, qui est le premier au monde, qui inquiète quand même. Il y a eu des associations de médecins et tout qui ont pris la parole, des parlementaires. Et ça fait tellement polémique au Japon qu'il y a maintenant des salles entières, des chaînes de salles de sport, de salles de yoga et même des cliniques qui refusent les vacciner. Donc on ouais. a inversé le pass sanitaire, tu vois. On en est là, dans le niveau enfin, la société maintenant, c'est un retournement de situation qui est incroyable, mais à la fin, c'est le même système. On arrive à un apartheid, à une ségrégation, une société complètement pathologique. Absolument, absolument, oui. Ouais. Et il faudrait peut-être que les gens, vraiment, il y en a beaucoup qui nous regardent, pour qui on ne refait pas la leçon parce qu'ils sont totalement autant résistants que nous, et il n'y a pas de problème là-dessus, on est dans le même combat, mais pour tous les autres, il faut rappeler aux gens qu'il y a un principe dans la vie qui s'appelle l'esprit critique, la liberté d'expression. Je crois qu'il faut le cultiver, vraiment. Oui, oui. Et je pense que l'Occident s'est construit depuis les anciens Grecs, depuis le scepticisme épistémologique des Grecs, qui est l'un des fondateurs de la méthode scientifique d'ailleurs. Hein. Sans ce scepticisme, il n'y a pas de méthode scientifique. La science, j'aimerais rappeler, n'est pas une religion. La science, n'est pas un terrain de la foi. La science, c'est le terrain du doute. Quand vous avez une publication scientifique et c'est écrit, revu par des pairs, ces pairs, ils ont revu avec quel esprit? Avec un esprit critique. Ils ont refait les calculs, ils ont refait les schémas, ils ont refait les expériences pour vérifier que c'est valide. Ils ne vont pas se dire « Ah non, moi j'y crois et je signe, ça ne marche pas comme ça la science ». Mais malheureusement, il y a un effondrement de l'esprit scientifique et l'arrivée en masse de l'idéologie et de la corruption. Le fric, oui, Mm. parce que la science, elle évolue dans un… Et ça, c'est je ne sais pas s'ils le savent, s'ils font exprès ou s'ils ne comprennent pas, les fact-checkers, etc., ne devraient prendre quelques cours de sociologie. Un système scientifique évolue toujours dans une société et dans un contexte de rapport de force économique. On ne peut pas séparer. Tu peux Oui, très bien avoir une revue qui est parfaitement sérieuse, je ne remets pas en cause, avec des grands scientifiques qui ont tous les diplômes et qui ont peut-être même fait des choses formidables dans leur carrière. Mais si cette revue, elle est rachetée par un actionnaire milliardaire qui a d'autres intérêts, il y aura un problème structurel. Et ah, ouais. elle peut produire quand même des choses très graves et très fausses. Oui. Et donc, Oui, absolument. Il y a par exemple une association qui a été créée, une association de lutte contre le tabagisme qui a été créée par Philip Morris International. Il y a même l'OMS d'ailleurs qui dit de ne pas travailler avec cette association. Alors cette association, par le biais d'entreprises écrans, elle finance des études scientifiques. Elle a par exemple financé des études sur la e-cigarette au niveau de la plus ancienne université italienne qui se trouve en Sicile. Et cette université-là a émis des études disant que la e-cigarette, ben, elle n'est pas très si dangereuse que cela. Et même le Lancet les a critiqués. Mais en fait, ils ont travaillé avec des fonds venant par un chemin tortueux et compliqué de Philip Morris. Et ça nous rappelle exactement ce qu'on voyait ces publicités dans les années 50, où on avait un médecin ou un chirurgien en blouse blanche, cigarette à la main, conseillant à des femmes enceintes de fumer la marque qui le sponsorise. Et ce système-là n'a pas changé, il est toujours là, parmi nous, là maintenant, pendant que nous parlons. bah, tu as l'ancien patron du British Medical Journal, qui est un très grand journal Oui, scientifique, qui a dit tout ça. Quand il a critiqué, il a dit, et c'est pas vieux, c'était il y a quelques années, les gens retrouveront tout ça, le BMJ. Il a dit, ce système, attention, il est intégralement vicié par les conflits d'intérêts et le fric. Et oui, il parle de sa absolument. propre revue.
Ben, on se rappelle la London School of Economics, qui est une très grande école londonienne d'économie. Elle a donné en 2008, il y a eu un gros scandale, elle a donné un PhD à Saif al-Islam Kadhafi, tout simplement parce que son père arrosait l'école de millions. Ouais. Je veux dire, voilà, on est aujourd'hui, depuis toujours, les profs ont toujours été pauvres, n'ont jamais été bien payés. Les scientifiques ne sont pas bien payés. Ils courent après les crédits, après les bourses, après les fonds. Ce n'est pas possible de tout en trouver. Alors, quand arrive soudainement un industriel ou un milliardaire, il dit, bon, ben, je te donne 1 million. L'étude de Philippe Maurice que j'ai citée, elle a coûté 1 million. Et il leur donne soudainement un chèque des millions. Ces gens sont prêts à trouver ce que le sponsor veut qu'on trouve. Malheureusement, ça, c'est pas la méthode scientifique, mais la méthode scientifique aujourd'hui est dévoyée par les conflits d'intérêts, par l'argent. Il y a un grand ménage à faire. Il y a un grand ménage. Il y a des Oui, principes à absolument. reposer, des interdictions à reposer, des procès probablement à vertu pédagogique et symbolique à faire. Ça ne sera jamais parfait. Hein, on va pas être... Oui, oui, mais c'est un peu consubstantiel au système. Mais bon, après, il faut que ce soit le plus parfait quand même possible. Et oui. il y a eu des moments où c'était quand même, je pense, meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça, j'aimerais juste dire un truc à ceux qui nous écoutent, que lorsque dans les médias ou dans des débats télévisés ou autres, des gens vont vous asséner des études scientifiques, je ne suis pas anti-science ni contre science, d'ailleurs j'ai moi-même une formation scientifique. Mais faites gaffe parce que ces études, il faut aller derrière les chiffres. Comment ils ont été capturés? Il faut aller derrière ces tableaux, derrière ces calculs. Si ça a été capturé par des gens qui ont des conflits d'intérêts, bon, ça vaut rien. C'est comme dans l'un de mes livres, je cite un cas, une association a pris tous les chiffres de température climatique et a été voir, qui annonçait un réchauffement, et a été voir où sont placés les thermomètres. Ils voulaient savoir comment c'était mesuré à la base. Ils ont trouvé que 80% des thermomètres n'étaient pas placés dans des endroits conformes. Ça veut dire quoi? Ils étaient placés à la sortie de gaines de climatisation qui dégagent de l'air chaud. Ils étaient placés dans des centres de recyclage ou des centres de traitement des eaux usées, hein, activité bactérienne, donc il fait facilement plusieurs degrés plus chaud qu'ailleurs. 80%, donc c'est le fruit d'un système. C'est pas qu'ils ont trouvé un ou deux thermomètres qui n'étaient pas conformes. Non, non. 80% des thermomètres donnaient des valeurs fausses et tout le temps majorées. Et après, bien sûr, on peut tout à fait pondre un tableau, un graphique avec ça et dire regardez, c'est scientifique, vous n'avez pas le droit de remettre en cause. Non. Il y a des gens qui disaient on peut tout remettre en cause sauf les chiffres, on peut tout discuter sauf les chiffres. Eh bien non, on peut discuter les chiffres. Il faut savoir comment ils ont été mesurés, comment ils ont été pris, ces chiffres-là. Bien sûr. Bah écoute, on va s'arrêter là, mon cher Aldo. Je trouve ça passionnant. On pourrait discuter des heures et des heures, mais je pense que les gens le feront dans les commentaires. Hein. Et puis, ils viendront te voir, parce que je rappelle que s'ils veulent discuter avec toi, bah, tu seras là, hein, le samedi 26 Absolument. octobre à la manif contre l'austérité et la folie dont on vient de parler, et la mise sous tutelle, et donc pour un avenir, tout simplement. Je suis ravi que tu sois là et que tu marches avec nous et que tu parles et que tout le monde te voit. Et je pense que les gens seront vraiment ravis. Donc voilà. Et puis, tu as tous tes réseaux sociaux. Il faut te suivre, s'abonner à tes réseaux, acheter tes livres qui sont en vente, je ne sais pas où, mais ils sont en vente. Et ils sont sur Amazon, ils sont également Voilà. chez TV Liberté. Ceux qui ne veulent pas aller chez Amazon, il y en a chez TV Liberté. Ils ont un petit stock, mais il faut juste les contacter Ah ou bah regarder sur ramène-les leur shop. en manif, tu peux en ramener quelques-uns pour faire des dédicaces, tiens, le 26 si tu veux. J'en ramènerai quelques-uns. On te fera un petit stand. D'accord. Voilà, avec plaisir. Eh ben écoute, voilà, donc suivez Aldo partout. Et puis merci à toi pour ton franc-parler, ton éclairage toujours très intéressant. Et à très bientôt, mon cher, bon, au 26, quoi qu'il arrive, mon cher Aldo. Au À bientôt. 26, Florian. Merci beaucoup. À bientôt. C'est vraiment toujours un bonheur de discuter avec Aldostérone parce que il y a une vivacité, il y a un franc-parler, il y a une franchise et puis c'est très intéressant, c'est argumenté. Merci de partager cette vidéo si ça vous a intéressé, si vous êtes d'accord avec tous ces combats, parce que ce sont des constats, des analyses et puis des combats derrière à mener que nous allons mener. Merci de partager la vidéo, pour ça de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Je vous invite à le faire beaucoup, il y a beaucoup de censure et d'invisibilisation de certaines chaînes depuis quelques semaines. Ça recommence, c'est cyclique. Donc merci si vous voulez vous abonner ou réabonner si YouTube vous a désabonné. Ça aidera beaucoup à la diffusion de ces vidéos. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne. Et puis, vous avez vu, il sera là, notre ami Aldo, à la manif du 26 octobre. Rendez-vous 14h Paris, place de la Bourse. Vous venez très nombreux. On aura aussi Pierre-Yves Rougeron qui sera là. On aura aussi Myriam Palomba et puis d'autres et d'autres et d'autres. Soyez là, très très nombreux. J'ai hâte de vous retrouver. Et vous savez, on a parlé rapidement dans cet entretien avec Aldo des injections au Japon. On a fait une pétition nationale pour l'interdiction de l'injection ARN messager en France.
Elle est en lien sous la vidéo en description. Elle cartonne, elle démarre très très fort. Vous pouvez la signer, la relayer. Je vous invite à le faire, évidemment. Et je vous attends, évidemment, patriotes. Voilà, si vous êtes d'accord avec ces combats, ces constats, ces analyses et ces combats, venez, j'ai besoin de vous. Début de semaine, là, peut-être c'est le moment de venir. Vous avez envie de vous battre pour vous et vos enfants, pour l'humanité et la France que vous aimez, venez, adhérez au plus grand mouvement souverainiste et de loin, les patriotes, plus grand de France, plus grand mouvement de résistance. Je vous attends. On vous proposera des choses si vous le souhaitez. C'est votre niveau d'engagement, vous le décidez vous-même. Vous pouvez être mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous. C'est ça, être adhérent ou réadhérent si vous n'êtes plus à jour. Mais c'est magnifique, en tout cas c'est merveilleux et je crois que c'est très, très vital et très utile d'être debout, d'être en vie et de se battre. Pouvoir adhérer au mouvement, c'est le premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous pouvez faire un don également au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Le don est vital. Il nous permet d'organiser le 26 octobre le procès contre Ursula, les autres procès, les actions en justice contre les passes, les affiches, les tracts, les élections peut-être législatives avec une dissolution à préparer en 2025, les municipales en 2026. Bref, ça coûte cher. On n'a pas un centime d'aide publique ni d'aide privée, rien des banques. Mais on fait, on lâchera pas le morceau. On est là, on prend nos responsabilités. Si on fait pas, il n'y a personne qui fait à notre place. Ça, on s'est toujours dit, donc on fait. Mais ça coûte cher. Vous pouvez faire un don au mouvement. Deuxième lien sous la vidéo en description. Adhésion, don. Les liens sont sur notre site par ailleurs, les-patriotes.fr. Et je vous rappelle que c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts massivement. Profitez-en plutôt que de donner ça au fisc de Macron. Voilà. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.